j'ai une question quand même, parce qu'elle risque de se poser. Est-ce que tu penses qu'à ce stade, en tout cas pour les États-Unis, l'IA aurait atteint le stade de la dot-com en termes boursiers ? C'est pas du tout impossible, parce que si tu regardes les chiffres aujourd'hui des valorisations, tu as des valorisations qui sont complètement insensées. On va rappeler ce qui s'est passé sur la dot-com. C'est-à-dire en l'espace à la fin des années 90, il y a eu des centaines de plateformes de commerce électronique qui étaient financées par des sociétés de capitalisation enthousiaste, et du jour au lendemain, pratiquement, ça a été un bouillon. Les gens ont perdu entre 90 et 100% de leur fric. Il y a des tas de sociétés qui ont fermé. Alors là, je ne sais pas si ça va être la même chose, parce que des gens comme Amazon ou Microsoft dont des reins très très solides et gagnent beaucoup d'argent. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'hypothèse qu'on va arriver à un monopole qui va permettre de gagner sans prendre de risques, c'est cette hypothèse-là qui va être détruite. Et c'est cette hypothèse qui sous-tendait les 40 fois les bénéfices et 50 fois les bénéfices. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'en tout état de cause, ces grandes valeurs vont retomber à un multiple normal qui serait entre 16 et 22, quoi. Mais cela dit, je vais te dire, je trouve ça bien pour l'humain, parce que je pense que quand les Américains étaient arrivés dans une position où, ils se la pétaient un peu trop. Voilà, d'hubris. Et quand on se retrouve dans ces sociétés d'hubris, en général, déjà, il y a des capitalisations absolument stupides, qui ne correspondent plus à rien, que moi, je trouve toujours gênantes intellectuellement. Et ensuite, en général, tu ne produis plus, parce que je pense que quelque part, nécessité fait loi dans la. Si tu peux gagner 100 milliards en créant un software, etc., tu vas pas t'amuser à faire des boulons, quoi. Et il y a des trucs aussi. Il va falloir que le marché se purge un petit peu sur les fartcoins. Hein. Là, il y a tout ce qui est fausse monnaie. Vous avez, alors, encore une fois, on revient à la même chose. Ce qu'on a dit souvent, dans le côté des coins et tout, vous avez le Bitcoin. Et vous avez les autres. Les autres, je ne vois pas très bien pourquoi ça vaut quelque chose, mais ça, on peut en discuter. Donc, il est certain qu'à ce moment-là, tout va se péter la gueule, et qu'on sera... Toutes les plateformes se sont pétées la gueule en 2000. Celle qui a réémergé de l'autre côté, c'était Amazon. Parce que, c'est elle qui a réémergé, parce que c'était sans doute la meilleure. Et donc là, on va avoir un pétage de gueule. Et si je devais faire un pari, je dirais ce qui réémergera de l'autre côté, c'est le Bitcoin. Et puis tout le reste va être détruit. Alors moi, j'ai eu un problème récemment avec Bitcoin que je te soumets, qui est le suivant. Moi, j'ai connu le Bitcoin tout au début du mandat de François Hollande. C'était à l'époque, sur les plateformes, il valait pas grand-chose, il valait 2 pizzas. Hein. Et je l'ai connu à l'époque sur les plateformes de Liborg, parce que c'était des libertariens... Voilà, et je me souviens, je me suis dit, est-ce que j'essaye ? Je sais pas, puis c'était très compliqué à l'époque, fallait vraiment... Et ce qui m'a attiré au début dans cette idée, c'était le côté libertarien. C'était de me dire, c'est hors système. Aujourd'hui, je trouve des gens qui viennent me dire, ah, mais c'est formidable, on va créer une réserve de Bitcoin à la BCE et qui pousse comme des ânes dans cette direction, parce que, évidemment, ça va augmenter la capitalisation du dit Bitcoin. Alors, tu comprends, ça me pose un souci, parce qu'on n'est pas là... T'inquiète pas, je vais t'arrêter ici, ça va pas se passer, parce qu'à partir du moment où le Bitcoin prend à 50%, la BCE, elle va dire, mais ça va pas, non, je vais pas acheter cette saloperie. Donc, le truc de l'État s'y met, c'est parce que ça monte depuis des années. Mais le jour où ça perd 50%, tu imagines un inspecteur des finances recommandant d'acheter des bitcoins. Oui, mais c'est eux... C'est les gars qui le défendent. Mais les gars qui le défendent sont les pires défenseurs de bitcoin. Mais c'est eux, je leur dis, mais vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas à la fois me dire que vous êtes John Galt et que vous voulez que la BCE en achète, les gars. Structurellement, vous voyez bien... Parce que comme ils sont en position... tu sais, quand tu es en position longue sur un truc, tu tombes amoureux de ton truc. C'est pour ça que je dis, le Bitcoin ne sait pas que vous l'aimez. Ils en perdent toute rationalité et toute capacité de dialogue. Et ça, je dis, excusez-moi, mais dans ces cas-là, quelle est la différence entre vous et un vendeur Rank Xerox ? Vous êtes un vendeur Rank Xerox, mais ils le sont. Vous poussez votre produit au travers de la porte. Bien, ils iront pousser le Fartcoin ou ils iront pousser... Oui, moi, je ne peux pas respecter ça. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin est faux. Ça veue dire qu'il a des tas de défenseurs qui ne comprennent pas. Oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais truc. Oui, mais j'ai pas envie de jouer avec eux dans ces cas-là. Mais tu n'as pas besoin de jouer avec eux parce que le Bitcoin ne sait pas que tu joues avec lui. La question que tu dois te poser, est-ce que c'est un bon investissement qui fait sens ou qui ne fait pas sens ? Maintenant, ce que les autres en pensent... Oui, mais si justement,
ils le poussent pour aller vers la BCE, je me dis, ils courent à leur perte, donc je ne vais pas les jouer avec eux. Oui, parce que mais sais... la BCE ne va pas le faire. Oui, mais imaginons sur un malentendu qu'elle le fasse, c'est sa mort. Oui, c'est sa mort arrêtée. Imaginons pour une raison X, Y, Z. Non, ça veut dire il y aura des bitcoins qui sont dans un endroit où ils ne devraient pas être, mais à ce moment-là, ils s'en iront rapidement. Avec les déficits de l'Europe, il faudra les vendre, des bitcoins. Hein. Ou même si Trump le fait, une réserve de bitcoin. Mais Trump, il peut faire des conneries comme les autres. Hein. Bien sûr. Mais je veux dire, quand vous êtes un pouvoir monétaire, achetez la monnaie du pays d'à côté, enfin la monnaie virtuelle, ça veut rien dire. Donc le fait que le bitcoin soit soutenu par des gars qui peuvent être qui comprennent pas ce qu'ils sont, ça me gêne en rien. C'est juste celui qui a fait le bitcoin était un génie. Ceux qui l'utilisent, voilà. Donc la troisième et pour moi la plus importante question. Bon, le marché, très bien, j'ai compris. Ce qui m'embête le plus, c'est le dollar. Parce qu'une grosse partie de la force du dollar depuis 2-3 ans, c'était que les gens gagnaient des dollars en vendant des machines à laver aux États-Unis, et à la place de les réinvestir dans leur pays pour faire des machines à laver, ils laissaient les dollars aux États-Unis et ils achetaient de l'intelligence artificielle. Tu vois, ils achetaient donc, tu avais une espèce de cercle de balance commerciale déficitaire qui crée un excédent de dollars aux États-Unis. Ça ne retournait pas en Allemagne ou en Turquie, comme ça aurait dû. Ça restait aux États-Unis. Puis de là, comme ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils allaient acheter du Nvidia et du Microsoft. Et en ce faisant, ça veut dire que le dollar était anormalement fort, puisqu'on ne le vendait pas. Donc, le trio infernal, depuis 3, 4, 5 ans, c'était le dollar, l'or, parce que les gens achetaient souvent de l'or pour balancer leur position, et Nvidia, si j'ose dire. Tu vois, c'était l'espèce de trio infernal. Ils montaient ensemble. Ils ont monté ensemble très bien. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont baisser ensemble ? L'or va être décorrélé de ça, je vois pas pourquoi. Parce que les gens ont acheté beaucoup d'or, par exemple. Au contraire, moi, l'or pourrait... La Banque nationale suisse, d'après ce que je comprends, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, bon, j'ai X milliards de dollars à investir, je mets 50% en action et 50% en or. Et ça leur faisait un portefeuille qui ne bougeait pas, qui montait tranquillement, qui ne bougeait pas. Donc il y a eu, comme hedge, les gens intelligents comme hedge contre cette folie, ils se sont dit, je vais participer à la folie, mais je vais prendre un hedge et c'est l'or. Donc l'or est aussi beaucoup monté. Donc s'ils ne participent plus à la folie, est-ce que l'or va baisser ou pas ? J'en sais foutre rien. Mais peut-être au contraire, en se disant, il y a une folie, j'achète encore plus d'or. Non, mais quand ça se pète la gueule, tu sais, les gens, ils vendent ce qu'ils peuvent parce qu'ils s'ils peuvent plus vendre Nvidia parce qu'il n'y a plus de marché et qu'ils ont un appel sur marge, ils vont vendre d'or. Oui, ils vont vendre ce qu'ils peuvent. Oui. Ils vont vendre et je me quoi. demande combien de ces achats Nvidia, d'or, etc., ont été faits sur de l'argent emprunté. Et par exemple au Japon. Ah oui, parce qu'il y a un gros carry trade aussi. Il y a un gros carry trade, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont emprunté des yens pour acheter des Nvidia et de l'or ? Ah bah oui, ça... Et j'en sais pas rien, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir un coup de tabac sur l'or qui sera pas triste. Aussi. Mais qui sera faux. Il n'y a pas de raison de vendre l'or, mais il y a une position technique qui est alarmante. Si jamais ça arrive sur notre portefeuille, sachant qu'on a 17% en or, bon, de toute façon, nous, on est sur un temps long, il faudra juste serrer les dents un petit peu. Mais on en achètera peut-être un petit peu pendant qu'il baisse en vendant autre chose, mais parce que si la bourse chinoise commence à monter, on pourra vendre un peu de bourse chinoise pour acheter de l'or. Et encore une fois, on aimerait bien prendre notre marche sur le Japon, mais il faudrait qu'ils deviennent sérieux un petit peu. Il faudrait qu'ils deviennent sérieux un peu, mais là, ça rend la probabilité d'une... parce que les États-Unis vont se dire, si je suis plus concurrentiel sur l'intelligence artificielle, il faut que je puisse vendre quelques bagnoles aux États-Unis qui sont faites aux États-Unis et le Japon me l'empêche. Donc là, les Américains vont peut-être s'exciter sur le yen. Donc je veux dire, par là, on assiste à une espèce de basculement. Tu vois, de temps en temps, c'est comme quand les icebergs, tu sais, de temps en temps, d'un seul coup, ils sont plus en équilibre et pouf, ils tombent comme ça. Donc je crois je peux me tromper, bien sûr, mais je crois qu'on est en train d'arriver... Ton instinct te dit qu'il pourrait faire le bascule. On pourra avoir une bascule en ce moment. Et je me dis, dans les bascules, les trois qui ont le plus gagné dans le précédent iceberg, c'était l'or, c'était Nvidia et c'était le dollar. Il y a peut-être une relation entre les trois avaient emprunté du yen pour acheter les droits. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça, mon Dieu. Tu sais, une connerie à faire. C'est une connerie à faire, ils ont raison. Ça va être fatigant. Non, mais ça va être fatigant, mais à ce moment-là, nous,
Dans ce cas-là, on a le yen qui va partir à la hausse comme une fusée. Oui, Donc, oui. on perdra sur l'or, on gagnera sur le yen. C'est juste que je suis fatiguée de le regarder à l'avance, quoi. Non, mais c'est pour ça que ce métier est fatigant, c'est que tu dois tout le temps te dire, bon, il y a une connerie à faire. Voilà. Et de temps en temps, tu le fais choper. C'est comme un enfant de 2 ans que tu laisses tout seul sans surveillance dans un appartement. C'est où sont les ciseaux? Ça y est, il a trouvé le tube de rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon mascara? Voilà. Ça y est, il est ouvert l'eau. Me dis pas qu'il a trouvé la casserole. Oui, mais les marchés financiers, c'est ça, c'est de dire quelle est la prochaine ânerie. Ça y est, il est en train de couper les cheveux de sa sœur. Quand vous regardez, avec ce que je disais au début, c'est que vous regardez le marché financier à court terme comme ça, ils font que des bêtises sans arrêt, c'est tuant. Puis vous les regardez sur 25-30 ans, il n'y a pas une ânerie. C'est exactement le contraire des hommes politiques qui font que des trucs intelligents et 25 ans après, on arrive à des résultats désastreux. Donc, on voit bien que ce qui marche bien dans les marchés financiers, c'est cette capacité à prendre des claques à court terme dans tous les sens, parce que finalement, ça finit par nettoyer le système de tous les problèmes. Mais c'est tuant. Parce qu'on aimerait que la vie soit un long fleuve tranquille, où on gagne de l'argent sans... Mais la réalité, c'est que les marchés financiers, c'est une machine infernale, quoi. Et qu'elle se nettoie tout le temps et que c'est fatigant. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'on a toujours l'air idiot.